Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Philippe Devel, avocat français. Bonjour Maître, soyez le bienvenu. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Maître Devel, je prononce bien, j'espère, votre nom. Le 18 mars 2015, à midi 15, deux terroristes ont attaqué le musée du Bardo tunisien, faisant 22 morts, dont 21 touristes et un agent de sécurité. Les deux terroristes ont été abattus. Près de 8 ans, presque, à peu près, après cette lâche attaque terroriste, et étant donné que vous représentez légalement la majorité des victimes, nous aimerions savoir quel est le parcours judiciaire et jusqu'où il est arrivé actuellement. Alors, j'étais, comme tout le monde, tenu au courant de l'attentat survenu le 15 mars 2018 au musée du Bardo à Tunis. C'est à partir du mois d'avril que mes futures clientes m'ont contacté me disant qu'elles étaient victimes, elles venaient d'être victimes d'un attentat terroriste et elles étaient localisées dans le Loiret, du côté d'Orléans, et je leur ai proposé de venir les voir, d'aller à leur rencontre une semaine plus tard. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu à la réunion avec trois victimes, deux qui ont été lourdement blessées, atteintes par des balles de Kalachnikov, une à l'épaule et une dans le postérieur, et une autre qui avait été choquée et qui a été traumatisée du fait de la violence de l'attentat, étant donné qu'elle a dû se couvrir avec le cadavre d'une touriste japonaise pour se sauver la vie. Donc, j'ai eu l'affaire en main dès le mois d'avril et j'ai dû mettre en place une stratégie, sachant qu'évidemment, il y avait une enquête pénale qui se passait en Tunisie et il y avait aussi un aspect civil avec les réparations, des réparations qui sont offertes par le Fonds de garantie pour les victimes de terrorisme. Donc, il y avait deux axes, un axe pénal et un axe civil. À partir de là, on a établi une stratégie parce que la première chose que je leur ai dite, c'est d'abord qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles récupèrent. Et je leur ai dit, je vais vous demander de passer à l'action parce que très vite, vous serez un numéro, vous serez très vite oublié parce que prochainement, il y aura un autre attentat qui fera que vous serez les numéros d'un attentat parmi tant d'autres. Donc, elles ont été d'accord et on a suivi une route très, très longue, très, très dure, aussi bien sur l'enquête que sur les réparations. Et il y avait aussi un autre élément, je leur ai dit que je ne voulais pas que tout soit à leur charge et j'ai activé leurs assurances juridiques pour qu'elles puissent subvenir à mes honoraires. Donc voilà, ça a été le premier aspect. Et après, il y a eu tout un long cheminement judiciaire dans le sens qu'il y avait en France une enquête miroir diligentée par la France, mis dans les mains d'une juge d'instruction, Isabelle Couzy à l'époque, et tout était transmis du parquet, tout devait être transmis de la part du juge d'instruction à la justice française. Et au final, on n'a reçu qu'un tiers des éléments de l'enquête avant la mise en place du procès que nous avons boycotté et qui avait eu lieu en juin 2021. J'y avais participé en visioconférence, mais évidemment pour être observateur, mais on avait rejeté en bloc ce procès, étant donné qu'on avait mis en cause l'intégrité du juge d'instruction, M. Béchir Akremi, qui avait un comportement plus que suspect sur la façon dont il menait l'enquête et la façon dont il avait réagi avec les autorités françaises dès le début. Car il y a eu, au moment de l'enquête, et ça c'était relaté dans un article très approfondi, très détaillé de Sang Froid, qui est paru en printemps 2017, où les services français ont été éconduits sur l'enquête. Alors,
Vous allez me dire, c'est normal, la Tunisie est un État souverain, mais je crois que quand on a des ressortissants qui ont été victimes d'un attentat terroriste islamiste, sachant les menaces qui pesaient, qui pèsent encore sur l'Europe ou bien dans les pays du Maghreb, il est tout à fait normal que les services puissent opérer pour avoir accès à l'enquête. Oui. Ce qui n'a pas... Permettez-moi, maître, vous êtes mieux placé que moi. Surtout que le risque de l'islam politique est trop élevé chez vous en France. Hein. Vous avez une part de responsabilité, permettez-moi, parce que je connais votre état d'esprit. Vous êtes un homme libre. Vous avez défendu vos clients avec côté noble, humain, mais militantisme. Surtout que l'Occident a une part de responsabilité. Vous avez flirté pendant des décennies avec l'islam politique, etc., sans parler de la doctrine BHL en représentant ces gens comme des démocrates et tout. J'aimerais savoir, vous avez mentionné Bachir al-Akrami, parce que vous n'avez pas cessé d'accuser le système judiciaire tunisien qui était sous le contrôle du parti Nahda, affilié aux frères musulmans, durant cette période, d'avoir déployé toutes les procédures pour dissimuler la vérité. Par exemple, des autres avocats, des autres observateurs, ils ont affirmé que Bachir al-Akrami a fait tout son possible pour prouver qu'il n'y avait aucune relation entre ces terroristes et le mouvement Nahda. Il a entravé les enquêtes en les faisant passer d'un service à l'autre sans coordination entre eux. Et il avait l'habitude toujours de prendre les affaires du pôle antiterroriste de la police en donnant ça au pôle antiterrorisme de la garde nationale dirigée par quelqu'un qui s'appelle Ammar Ferah, connu par ses relations personnelles avec Nahda et avec Bachir al-Akrami. Il a falsifié les procès-verbaux, il a pris des parties de ceux-ci plus que d'autres, demandant aux services de sécurité, par exemple, de transmettre du brouillon d'interrogatoire et non des procès-verbaux bien protocolisés, ayant force de preuve et de valeur légale. Sans parler que Bachir al-Akrami a remis en question le travail des services de police lorsqu'il a décidé d'annuler subitement tous les interrogatoires des terroristes en disant qu'ils ont été basés sur des actes de torture, etc. Les terroristes ont été libérés. Ces mêmes terroristes ont été impliqués dans des autres opérations, etc. Qu'est-ce que vous pensez, maître? J'en pense que vous savez, il y a un dicton qui dit le mensonge prend l'ascenseur alors que la vérité passe par l'escalier. Mais alors là, l'escalier, je peux vous dire qu'il n'était pas au rez-de-chaussée. Il était vraiment au plus profond des sous-sols pour aujourd'hui, 8 ans après, qu'on arrive à quand même à faire éclater et surgir la vérité, ce que j'ai toujours voulu faire dans cette affaire. Et je peux vous dire aussi que c'était un long chemin de solitude, d'angoisse, compte tenu des menaces, aussi bien pour moi, je suis qu'un homme, que pour mes victimes, et de frustration. Le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un désert et que vous avez beau expliquer les choses, beau présenter des éléments de faits concrets, et vous êtes toujours regardé d'une manière curieuse, et vous passez pour une sorte de mouton noir qui ne rentre pas dans le système. Donc, aussi de la part de mes confrères qui m'ont toujours abandonné, qui ne m'ont jamais suivi en avançant des idées farfelues sur un engagement politique de ma part. Moi, ce que j'ai appliqué dans ce dossier, c'est que le droit, les faisceaux d'indices, les témoignages et les défenses des différentes personnalités que j'ai pu, auxquelles j'ai pu offrir mes services pour les tirer de mauvaises affaires, que ce soit des fonctionnaires, des syndicalistes de police ou des gens qui étaient réfugiés en France et qui ont demandé d'être renvoyés en Tunisie pour être jugés par
tomber dans les griffes de cette justice islamiste. Et je figurais moi-même en tant qu'avocat dans les éléments d'enquête pénale comme si c'était moi le terroriste. Donc, on a vécu tout et son contraire. Et c'est tout à fait juste parce que dans le climat actuel de l'inversion des valeurs, ça me paraît tout à fait normal. Mais il faut le vivre. Et le temps, 8 ans, c'est long. Hein. C'est le temps pour un bébé d'avoir 8 ans et d'avoir l'âge de raison. Donc, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues de la part du gouvernement et de la justice française d'abord et du gouvernement français. Alors, avec des bémols, avec quand même des mains tendues, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et il est vrai qu'au départ, au départ du dossier, j'ai eu comme une intuition qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette affaire. Et ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est le manquement sécuritaire à ce moment-là, quand il n'y avait qu'un seul garde qui n'était pas armé pour assurer la sécurité du musée du Bardo, alors que le Parlement était en face et était très bien gardé, alors que les menaces étaient présentes. Il ne faut pas oublier que j'avais envoyé une note à des hautes autorités après l'attentat du Bardo en disant ne pensez-vous pas qu'il faut quand même prévenir la communauté européenne de ne pas se rendre en Tunisie pour le moment. Et souvenez-vous, c'était une lettre morte. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Hein. Je n'avance pas comme ça, sans preuve, sans éléments tangibles. Souvenez-vous qu'au mois de juin d'après, il y a eu l'attentat de Sousse qui a eu une trentaine de morts et notamment une grande majorité de Britanniques. Oui. Donc, quand le juge... Alors, j'ai ouvert tout de suite un peu mes arguments courant l'été 2015, où j'ai intéressé à ce moment-là tous les médias qui avaient sur le territoire national en accusant la Tunisie d'une responsabilité sécuritaire. Et tout de suite après, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes en Tunisie. Et comme j'étais apparent, beaucoup de gens m'ont transmis des craintes, m'ont transmis des éléments qui confortaient ma position accusatoire vis-à-vis de la Tunisie de l'époque. Et mon attention s'est ensuite concentrée sur les agissements du juge d'instruction qui avait relâché ces 6 présumés terroristes qui avaient des éléments concordants sur leur complicité, sur leur action dans l'attentat et qui avaient été relâchés au motif de torture qui n'ont jamais été avérés. Alors vous me direz, oui, mais il y a eu des certificats médicaux. Mais compte tenu de l'intégrité très relative du juge, je crois que ces certificats médicaux n'ont guère de valeur. Et je vais vous donner un élément concret, c'est-à-dire que les FADET, c'est-à-dire les factures de téléphone, avaient été saisies de ces 6 présumés complices terroristes. Et les communications étaient claires, elles étaient entrecoupées, on les avait repérées sur le lieu de l'attentat, et donc on savait qu'elles avaient joué un rôle important, et notamment dans la fourniture des armes, avec un de ses complices, M. Guebli, qui était interrogé, et on a des vidéos que j'ai fournies aux médias français, comme Atlantico, où on voit M. Guebli discuter tranquillement avec les enquêteurs de police, et à aucun moment on voit de la torture ou de la crainte ou de la souffrance. On voit quelqu'un qui discute de manière tout à fait affable, comme s'il prenait du thé, il manquait plus que les pâtisseries orientales. Donc, tous ces faisceaux... Permettez-moi, maître, on a caché, par exemple, des détails très importants, des clés de voûte. Par exemple, que l'unité, cette cellule terroriste, ont organisé des réunions dans un local dirigé par NAV, ça s'appelle l'ancienne cellule de l'unité Ajbel al-Ahmar. Il y avait infiltration bien étudiée avant 2 mois par des bénéficiaires d'Amnesty Générale, des sympathisants de Nahda au sein de l'administration du Parlement. Il y avait par exemple le vol des procès-verbaux par un monsieur qui est bénéficiaire d'Amnesty Générale. Il est devenu député, puis un expert auprès de Jazeera, de terrorisme et tout. Il y a cette volonté de cacher ces détails très importants. Oui. Oui, mais c'est d'ailleurs l'objet des plaintes de mes 4 clientes à l'encontre du juge d'instruction qui est derrière les verrous,
M. Hakrimi, c'est-à-dire qu'on dépose plainte pour obstruction de preuve et une sorte de dissimulation du jaillissement de la vérité dans le cadre d'une enquête criminelle, ce qui est un crime en soi. Alors, je ne connais pas les articles du code pénal tunisien, mais c'est incriminé dans tous les codes, dans tous les codes pénaux du monde, où de faire obstruction à la vérité est un crime. Donc, il y avait une volonté du juge d'étouffer l'affaire, de libérer les présumés terroristes qui ont été des complices avérés. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont péri dans les rangs de Daesh en Libye. D'autres sont tout à fait en liberté, courent toujours en liberté. Et donc, il y a une sorte de violation de la mémoire de ceux qui sont morts, enfin de l'honneur et du respect de ceux qui ont péri et des rescapés. C'est presque du jamais vu dans les affaires judiciaires du XXIe siècle. On a eu des scandales judiciaires au XIXe siècle. Souvenez-vous l'affaire Dreyfus, qui était un coup monté pour accuser un officier français qui était en fin de compte de religion juive et que du fait de sa religion, il était le coupable idéal et il a fallu 12 ans avant de laver l'intégrité, de laver complètement le capitaine Dreyfus qui a été réhabilité. Il avait été dégradé et emprisonné sur l'île du Diable, souvenez-vous, et il a été réintégré au grade avec un grade supérieur à partir de 1912, je crois. Donc, et il y a eu le fameux article de Zola où il avait écrit « J'accuse tous les militaires de l'état-major de l'époque pour avoir falsifié la vérité ». Donc, si vous voulez, l'affaire du Bardo, c'est ce nouveau scandale juridico-politique qui a cette fois-ci la couleur et qui a le sceau de l'introduction du contrôle de l'islam politique, des frères musulmans et de la sphère islamo-terroriste. Donc, on est sur une affaire retentissante, d'autant plus qu'elle concerne 12 pays, y compris la Tunisie. Vous avez des Polonais, vous avez des Allemands, vous avez des Belges, vous avez des Italiens, vous avez des Espagnols, des Portugais, vous avez des Colombiens, vous avez des Japonais et vous avez même un Russe, une personne, une femme russe. Donc, ça concerne énormément de pays. Et évidemment, ce dossier est tellement flagrant et spectaculaire aujourd'hui que les gens se demandent si c'est pas de la fiction. Et ce n'est pas du tout de la fiction, puisque vous êtes là pour m'interroger sur cette affaire. Oui. Professeur, il y a une initiative qui s'appelle Tunisiens pour la vérité. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Oui. Il y a une initiative Tunisiens pour les vérités. Il a déposé une liste des noms, soi-disant ce sont les complices de Nahda dans les crimes terroristes commis. Parmi ces crimes, il y a Bardou. Parmi ces noms, il y a Ammar El-Fellah. Ammar El-Fellah, il a été chargé, un officier de la garde nationale, il a été chargé du pôle antiterroriste au sein du garde nationale. Il avait l'habitude toujours de recevoir des instructions directes de la part de Bachir Hakimi. Il y avait une relation de collaboration, de complicité, de complémentarité et tout. Et toujours, Bachir Hakimi a insisté de transmettre les affaires, de prendre les affaires, de retirer les affaires de la police et les transmettre à Ammar El-Fellah. Ammar El-Fellah, il est impliqué aussi dans le vol des procès-verbaux, dans la fabrication de soi-disant une théorie, soi-disant que le terrorisme, ce n'est pas la production de Nahda, une théorie complotiste, entre parenthèses, ce n'est pas le complotisme à la française, une sorte d'étiquetage antidémocratique, mais soi-disant un complotisme pro-Nahda, pro-frères musulmans, concernant l'opération terroriste de là, en accusant Lotfi Brahim, l'ancien ministre, qui a été le seul ministre contre l'islam politique et contre
Nahda par rapport aux autres ministres qui ont été les serviteurs fidèles de Nahda, comme Lotfi Ben Jed, Hadi Majdoub, Hicham El-Fourati, Hicham El-Mishishi, ils ont été les chiens de garde de Nahda. Est-ce que vous êtes au courant de ce jeu entre Béchir Akrimi et Ammar Ferah? Alors, je suis au courant de beaucoup de choses, mais en tant qu'avocat de victimes, de mes victimes françaises du Loiret, et puis j'en ai une autre qui est dans le sud, Nadine, qui est du côté de Carcassonne. Ce que je veux dire, c'est que je reste collé à mon affaire. Maintenant, et à l'intérêt de mes victimes, et de toutes les victimes, même de celles que je ne défends pas personnellement. Parce qu'en fin de compte, moi, je le fais au nom de toutes et de tous qui ont été victimes de près ou de loin des ayants droit dans cette affaire. Ils ont choisi d'autres avocats, c'est leur problème. Moi, j'ai toujours été fidèle à mes clients, toujours dévoué, et ce sera toujours comme ça. Maintenant, je suis au courant des différents liens et de la nébuleuse, parce qu'en fin de compte, derrière ce personnage dévoyé, Béchir Akrimi, se cache, c'est un arbre qui cache la forêt. Il y a toute une nébuleuse qui commence à apparaître et qui est très compromettante. Et je dirais, j'en profite tant que je suis vivant, qu'il y a même des liens qui lient la France et les politiques français à cette nébuleuse islamiste qui est liée au terrorisme, pour des liens politiques, pour des raisons politiques qui concernent la France, et des raisons aussi assez troubles qui sont financières. Oui, il ne faut jamais oublier que le lobby qatari il est trop actif en France, que Rachid El-Ghannouchi, le président de Nahda, a été reçu avec tapis rouge, avec Nourdine El-Bahiri, le chef de milice judiciaire de Nahda, par le président du Sénat français. Il ne faut jamais oublier ça, je m'excuse. Mais ça, moi, je ne l'oublie pas, mais à moi tout seul, je ne peux pas donner une sanction politique par mon seul vote. La seule chose que je peux dire, c'est rendre public mes travaux, rendre public mon travail et mes éléments, et vous remercier justement de m'accorder une crédibilité pour expliquer tout ça, parce que pendant très longtemps, je me suis retrouvé tout seul sur un chemin très long. Avec le désespoir de mes victimes qui disaient « mais maître, on n'y arrivera jamais, on sera morte avant ». J'ai dit ne perdez jamais espoir dans un tel dossier, avec de tels éléments que nous disposons, la vérité surgira un jour. Donc j'avais un rôle un peu ingrat, dans le sens que mes clientes étaient dans un état de frustration que je comprends, qui est humain, et moi dans des grands moments de solitude. Mais ça fait partie de la vie des hommes. Si un avocat ne connaît pas ce genre de route, ce n'est pas vraiment un bon avocat. Un avocat, il défend l'intérêt de ses clients malgré vents et marées. Et tant qu'il a des éléments, moi, jamais je me suis permis d'accuser si je n'avais pas des éléments d'évidence ou des éléments de preuve tangibles dans ce que je mettais en place. Et le plus étonnant, c'est la résistance que j'ai rencontrée au niveau de l'État français. Parce qu'avec les éléments que j'avais, je dis, ben, chouette, j'ai accès aux politiques, j'ai une formation qui m'a mis au plus haut niveau de la République avec l'IHEDN. Je me suis dit, ben, j'ai une crédibilité en plus. Eh ben non, que nenni. Il a fallu que je me batte encore plus. Et là où j'ai trouvé des moments très difficiles, c'est quand la juge Isabelle Couzy n'écoutait pas les éléments que je lui disais. Elle disait elle-même, ah, mais j'ai rencontré le juge Akrimi qui est très bien, il n'y a aucun soupçon, il n'y a aucun problème. Et c'est moi qu'elle accusait justement de faire une polémique pour rien. Et une fois, elle nous a toutes, la juge d'instruction a convoqué toutes les victimes avec leurs conseils, leurs avocats. Évidemment, c'était plutôt un message adressé à moi directement, mais de manière indirecte, en disant « Ne touchez pas la Tunisie, c'est une chasse gardée, on n'a pas le droit de militer pour l'éclatement, le jaillissement de la vérité, parce que c'était quelque chose de protégé et qu'on ne pouvait pas pénétrer. » Bon, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ça pouvait être la Tunisie ou même un autre pays. J'aurais eu le même discours et j'aurais eu la même stratégie de défense et les mêmes arguments.
Pire encore, c'est que le procureur de l'époque avait rencontré, alors j'ai oublié son, mais ça me reviendra, avait rencontré le juge. Pardon? Il y avait Tarek Shkiwa comme procureur, il y avait Sofiane Sliti comme assistant, deux serviteurs de Nahda, de l'islam politique, de l'appareil judiciaire de Nordin Bhiri. Oui. Il s'appelle Tarek Shkiwa. Oui. Oui, alors, il y avait un procureur français de l'époque qui s'était rendu en Tunisie, le procureur des attentats, quand il y avait les attentats à Paris, mais son nom va me revenir, les gens qui m'écoutent l'ont in petto en tête, mais qui était allé sur place, qui a dit tout va bien, il est charmant, il n'y a aucun problème, etc. Donc, si vous voulez, j'étais la bête noire de la justice française, en plus d'être la bête noire de la justice infiltrée tunisienne. Aussi, je remarque une chose, c'est que les Britanniques, Scotland Yard et l'ambassadeur britannique ont décoré, enfin, a été le juge d'instruction Béchar El-Krimé a été décoré par Scotland Yard avec des lettres officielles de remerciement dans l'instruction de Sousse. Donc moi, personnellement, je ne me suis jamais trompé et je n'ai jamais été impressionné par le rayonnement de ce juge et de ses ramifications avec les autorités européennes. Donc, ce qui est une double peine un peu pour mon travail, parce que je n'ai jamais trouvé vraiment d'alliés solides et concrets pour m'aider et faire surgir la vérité. Ce n'est qu'à la fin que des autorités ou des proches du président CFC m'ont dit « Mais maître, vous avez raison, mais malheureusement, notre père a pris trop tard, etc. » Je crois qu'il était lié politiquement et qu'il n'avait pas envie d'aller plus loin. Et je suis resté sur le banc de touche très longtemps. Quand j'ai rencontré le président Hollande, il a été le seul grande autorité à écouter mes griefs et à écouter les éléments de preuve concernant les inquiétudes et les dénonciations que j'avais sur le dysfonctionnement de la justice tunisienne. Et il a eu un moment de réflexion, il a dit oui, mais si j'en parle au président tunisien, il va me reprocher moi-même de ne pas m'occuper de mes problèmes terroristes en France. Donc voilà, mais j'ai gardé avec le président Hollande toujours une correspondance épistolaire, même un contact personnel plutôt agréable. Mais je pense que celui qui a été le plus fermé à mes demandes, c'est le président Emmanuel Macron, qui, quand il se rendait en Tunisie, allait commémorer la mémoire des victimes au musée du Bardo, mais avait d'un revers de main refusé de rencontrer mes victimes et moi-même pour lui expliquer les choses. Je trouve ça un peu étrange de la part d'un président français qui a une posture de protecteur de la nation, de lutte contre l'islam politique et qui, devant des faits concrets, répond aux abonnés absents. Donc, ça a été un chemin très dur. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège d'être reconnu par des Tunisiens officiels. J'ai fait moi-même une demande de rencontre auprès du président de la République, M. Kaïs Saïd, pour lui expliquer tout ça en tête-à-tête et lui apporter mon soutien, car je crois qu'aujourd'hui, c'est un homme très courageux. Il est considéré dans les chancelleries européennes, et notamment en France, comme un dictateur ou quelqu'un qui entorse le droit, qui fait une entorse au droit. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'est pas dans un pays normal où les institutions sont infiltrées en grande partie par cette nébuleuse islamiste. Maître Deveul, est-ce que vous prévoyez l'internationalisation du procès ou non? Puisqu'il y a des ressortissants européens, même russes, etc. Est-ce qu'il y aura cette possibilité devant l'incapacité de la justice tunisienne? Je sais personnellement que la justice tunisienne est parmi les justices les plus corrompues au niveau international. L'incompétence qui règne, c'est une justice qui a été toujours au service du pouvoir. Hein. Je sais, je suis une victime parmi la justice de Nordin Bhiri, Nadir Ben Amou, etc. Est-ce que vous prévoyez l'internationalisation, etc. Par exemple, maintenant, l'affaire est déposée auprès de la Commission internationale des droits de l'homme. Il y aura une séance extraordinaire. On espère vous recevoir prochainement en novembre. Est-ce que vous prévoyez quelque chose au niveau de l'internationalisation?
Oui, alors, vous savez, je suis, en dehors d'être avocat, je suis enseignant en droit constitutionnel depuis plus de 22 ans et j'enseigne à Paris 5 Malakoff, Paris Descartes. Donc, j'enseigne à mes étudiants la séparation des pouvoirs. J'enseigne à mes étudiants la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et évidemment, quand un avocat commence à demander l'aide des politiques, il sait très bien qu'on va lui opposer la séparation des pouvoirs. Mais parfois, l'exceptionnel demande de l'exceptionnel. C'est-à-dire que quand la justice est infiltrée, c'est à l'exécutif de trancher, c'est à l'exécutif de faire la part des choses et de prendre, comme le fait à l'instar du président tunisien Kaïs Saïd, de prendre des décisions très fortes, quitte à contourner le droit pour retrouver le droit. Donc, évidemment qu'au niveau international, je crois que cette affaire du scandale de cet attentat terroriste islamiste de Bordeaux sera un précédent pour montrer la dangerosité de certains partis, comme le parti Enarda, d'avoir infiltré les institutions qui doivent rester indépendantes et qui doivent rester et qui doivent être respectées. Alors, on ne peut pas empêcher un juge d'avoir des sympathies ou d'avoir une pensée politique, mais là, on est dans un cas concret, on est dans un cas d'espèce concret où un juge est un juge politique qui a une fonction politique et non plus une fonction de juge. Et je crois que ça doit rester comme un cas d'école en disant, voilà, il y a des exemples concrets où on peut prouver l'impact de la justice sur des faits criminels terroristes islamistes et pas que sur le Bardo, puisqu'il est accusé d'avoir manipulé ou d'avoir interféré dans 6000 cas d'affaires terroristes en Tunisie. Bon, alors 6000, ça va du petit au grand, mais c'est ce qui est rapporté. Donc oui, je crois que pour la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, il y a un cas de figure à étudier et à regarder de près et une sorte de standardisation de comportement. Alors, moi, je ne suis pas un mondialiste, je suis plutôt un souverainiste. Et je crois que chaque État doit faire le ménage chez lui. Moi, je n'ai pas interféré personnellement dans la politique tunisienne. J'ai plutôt un mot à dire dans la politique française, qui est encore un autre cas. Mais comme je vous ai dit, même la justice française ne nous a pas aidés. Et pour quelle raison? Est-ce que la juge d'instruction avait une sympathie particulière pour le juge Akremi? Est-ce qu'elle avait une idéologie politique? Je n'en sais rien, mais son comportement nous amène à se poser ce genre de questions, alors que la justice, et surtout un juge d'instruction, doit être au service des victimes, premièrement. Et là, elle était plutôt au service d'un juge compromis et impliqué dans une entreprise criminelle. Dernièrement, vous avez participé dans une mission de Al Jazeera concernant l'opération terroriste, ça veut dire terrorisme à la demande. L'objectif principal de cette mission a été de blanchir Nada, de présenter Nada comme la colombe du pays, etc. De dire que le terrorisme, Nada n'a rien fait. Nada n'a rien fait. Choukri Belhaïd, il a été tué par des forces extraterrestres, etc. Mohamed Ibrahim, il a été tué par des forces extraterrestres et tout. Et le seul qui a été présenté comme le seul responsable de terrorisme, ça a été le général Lutfi Ibrahim, un homme nationaliste qui a servi son pays. Et c'est le bête noire de terrorisme parce que lui, il avait le courage de scandaliser ce tuyau de complaisance et de complémentarité avec Nada. Est-ce que vous étiez piégé, docteur, ou non? Oui, alors, je vais vous répondre. J'attendais, alors Al Jazeera m'a contacté pour une interview et j'aurais dit pourquoi pas, moi je ne suis pas fermé, même si je sais qu'Enarda a plutôt des sympathies vis-à-vis des gens que je combats, pourquoi pas, je suis ouvert. Veuillez m'excuser. Oui. Veuillez m'excuser, c'est le pollen, c'est le printemps. Écoutez, moi, d'abord, je tiens à remercier l'équipe
d'Al Jazeera qui est venu m'interviewer chez moi, et ils ont été très gentils, très corrects, ils sont venus nombreux, c'est la première fois que j'ai eu une émission où j'ai eu autant de gens qui sont venus pour m'interviewer. Ils ont fait ça avec plusieurs caméras, ils ont même fait la régie derrière mon bureau que vous voyez à la caméra, et ils ont été très courtois et très gentils, et je les en remercie. Maintenant, ils m'ont posé des questions. Toute mon intervention n'a pas été retransmise dans cette émission, mais ça m'a permis de poster et de planter le décor, parce que évidemment cette émission a été vue par des millions et des millions de téléspectateurs du monde arabe. Et j'ai été toujours égal à moi-même et à dire ce que je vous dis aujourd'hui, tout ce que j'ai rencontré, les difficultés auxquelles j'ai eu affaire et du comportement des politiques français vis-à-vis de cette affaire, et des difficultés que j'avais dans le dossier. Et là-dessus, ils n'ont pas maquillé ou détourné mon intervention. Et d'ailleurs, quelque part, cette émission qui constitue à blanchir Enarda est contre-productive, puisque le monde qui a regardé cette émission constate qu'ils étaient plutôt orientés. Et ça les dessert un petit peu aujourd'hui. Parce que au regard de l'actualité, des charges contre le juge Béchir Akremi, contre les gens qui déposent plainte contre lui, et notamment des victimes françaises, eh bien, cette émission, elle avait eu lieu en novembre. Elle a été diffusée juste après l'arrestation, pensant que cette émission allait être un élément à décharge pour le juge, et en fin de compte, pas du tout, depuis lors, il a été incarcéré, il est sorti dans un hôpital psychiatrique, il est ressorti en liberté, puis réincarcéré avec un mandat de dépôt. Donc voilà, dire, chacun joue son jeu. Moi, je joue le jeu de la transparence et de la vérité. Al Jazeera joue une sorte de communication qui l'arrange. Mais on s'aperçoit très bien que la réalité rattrape tout, et que la vérité, on ne peut rien faire. Quand la vérité surgit, de la remettre, de la cacher de nouveau. C'est comme un volcan, ça jaillit et on ne peut plus rien faire. Permettez-moi, mon professeur, docteur Devol, je me permets de s'incliner devant vous par respect, par reconnaissance, parce que vous êtes un homme libre. Je ne vous entends pas très bien, veuillez m'excuser. Je me permets de m'incliner devant vous par respect, parce que vous êtes un homme libre qui insiste de continuer son combat pour les victimes, etc. Et permettez-moi, à titre personnel, de citer quelques noms considérés aujourd'hui par l'initiative des Tunisiens pour la liberté comme complices de Nahda, pour la mémoire des victimes, pour la mémoire des démocrates, comme mon cher ami Mohamed El Brahmi, mon cher ami Choukri Belhaïd. J'aimerais bien citer cette liste des noms considérés pour l'histoire comme complices de Nahda: Youssef الشاهد, هشام المشيشي, لطفي بن جدو, الهادي مجدوب, هشام الفراتي, غازي الجريبي, نذير بن عمو, طارق شكيوة, كمال الكيزاني, سفيان السليتي, محمد علي بن خالد, عدنان المنصري, هشام المدب, محمد علي العروي, نبيل عبيد, توفيق الدماسي, سيرتو عمار الفالح, خالد طروش, عبد القادر بن فرحات, Sabr Lachili. Merci infiniment, mon docteur. Ça a été un honneur pour moi de vous recevoir. Je m'associe à vous à la liste des noms que vous avez cités, et sont tous évidemment des victimes à honorer et à saluer. Mille merci. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.